Le balado est présenté par Louis Belzile, courtier immobilier chez Royal Lepage Blanc et Noir. Il fait partie du top 10 des courtiers Royal Lepage Québec. C'est plus de 900 propriétés vendues. Puis, il offre un service exceptionnel. Il est très disponible. Il va vous offrir un service personnalisé. J'ai moi-même acheté et vendu plusieurs propriétés avec lui. Donc, je vous le recommande fortement. Vous pouvez le contacter au www.belzileimmobilier.com. À l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Andréane Martin pour discuter de microbiote, une de mes nouvelles passions. Bonjour Andréane. Allô, merci pour l'invitation. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu es active là, beaucoup sur les médias sociaux, mais je pense qu'il y a quand même une certaine population qui mérite à te connaître davantage. Alors, tu peux te présenter. Excellent. J'hésite toujours, en fait, à commencer par la partie un peu plus ludique de mon expertise ou plus scientifique, mais si j'y vais plus de façon chronologique, en fait, moi, ça fait 15 ans que je fais de la nutrition. Donc, j'ai été pendant 13 ans diététiste nutritionniste clinicienne. Puis, par la suite, j'ai plutôt décidé de mettre vraiment mon chapeau d'entrepreneur pour être capable de, on va dire, changer la vie des gens, un caca à la fois. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, en intégrant notamment de la technologie à ce qu'on fait, en poussant encore plus loin notre expertise, donc en formant d'autres diététistes nutritionnistes à développer cette expertise en santé digestive que nous, on a développée au sein de la clinique. Donc, depuis 6 ans, je suis la fondatrice de la clinique Epitelia. C'est la référence en santé digestive au Québec. Puis depuis 1 an, on a lancé Epitelia Pro qui forme en fait les diététistes nutritionnistes à l'international sur la santé digestive. Donc, ça fait un petit peu le tour, là. Comme je disais, des fois, je m'en vais vers le volet un petit peu plus ludique de la chose. Donc, la dernière fois que je suis passée à la semaine des 4 Julie, Julie Snyder, elle n'a pas hésité, puis elle m'a dit je vous présente, mesdames et messieurs, je vous présente celle que l'on nomme de Poop Lady, Madame Caca. C'est notre spécialiste du microbiote intestinal au Québec. Donc, on peut y aller vraiment dans tous les sens, mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que ma passion, c'est la santé digestive, puisque pour moi, c'est le cœur de la santé globale. Excellent. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Juste pour faire une petite mise en contexte, là, dans le fond, moi, je suis une professionnelle de la santé. La première fois que j'ai entendu parler de microbiote, ça fait un peu plus de 10 ans là, à l'université. Il y OK? avait, une personne du centre de recherche là, associé à l'IECPQ, fait que l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, Mhm. dans l'axe de recherche de l'obésité qui était venu nous présenter, sur le transfert du microbiote. Fait que là, tu sais, ça frappe l'imaginaire. On voyait une vidéo avec quelqu'un qui avait un tube là, dans le nez là, nasogastrique, puis il y Mhm. avait vraiment des matières fécales qui étaient transférées à cette personne-là dans le traitement de l'obésité. Moi, Oui, c'est mon premier contact avec le microbiote, fait quand qu'évidemment, ça m'a même. marquée. Je Quelques comprends. années plus tard, j'ai suivi une autre formation là, en santé de la femme, en physiothérapie, puis on parlait de l'accouchement puis des impacts là, sur le microbiote du bébé. Donc, tu sais, les sécrétions vaginales durant l'accouchement qui ont un impact sur l'enfant versus la césarienne, tout ça, l'allaitement. Fait que j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Donc, depuis ce temps-là, là, je me suis trouvé une petite passion pour le microbiote. Mhm. Alors, j'ai envie qu'on parle ensemble aujourd'hui, là. Tout d'abord, c'est quoi la définition du microbiote intestinal? Oui, en fait, de façon générale, le microbiote, c'est un peu le peuple qui habite dans notre tube digestif. Donc, on a des bactéries, virus, levures, champignons qui habitent tout au long du tube digestif. Mais quand on parle vraiment du microbiote intestinal, donc on fait référence à ces milliards de micro-organismes là, qui habitent vraiment dans notre intestin. Puis ils sont pas juste là comme spectateurs, là. Ils ont des rôles majeurs à jouer sur notre santé globale. Puis plus la science avance de ce côté-là, ça fait quand même plus de 20-25 ans là, qu'on étudie le microbiote. On dirait que ça tend à être un peu nouveau ici, mais ça fait longtemps que les données existent. Puis plus on s'intéresse mondialement à ces bactéries-là et à leur rôle, plus on découvre une tonne de choses. Dans le fond, est-ce que tout le monde naît avec un microbiote différent ou il y a, tu sais, est-ce que c'est héréditaire, génétique? Comment ça fonctionne, notre signature au niveau du microbiote personnel?
Oui, notre microbiote, en fait, c'est un peu comme nos gènes, là. Donc, notre microbiote, c'est vraiment notre empreinte digitale. Donc, il y a pas une personne qui a un microbiote pareil. Puis là, ce qu'on a réalisé, dans le fond, c'est qu'on pensait que les bébés naissaient, on va dire, stériles, là, c'est-à-dire sans microbiote intestinal. Or, on réalise que la colonisation, tranquillement, débute dans le placenta. Donc, l'alimentation de la maman, le microbiote de la maman va avoir un impact sur les premières bactéries qui vont venir coloniser le tube digestif de l'enfant. Puis on l'a mentionné tout à l'heure, là, à l'accouchement, c'est là que se fait vraiment la principale colonisation. Donc, si on a un accouchement par voie vaginale, mais ce sont les bactéries vaginales et un peu fécales de la maman qui viennent coloniser. Puis, si c'est un accouchement par césarienne, ce sont les bactéries de la peau qui vont venir coloniser à ce moment-là le tube digestif du nouveau-né. Donc, selon le type d'accouchement, on va avoir des bactéries complètement différentes qui vont habiter le nouveau-né dès le départ. Puis ces bactéries-là ont un rôle bien particulier, c'est d'éduquer le système immunitaire de l'enfant. Donc, c'est ces premières bactéries-là qui, lorsqu'elles sont nourries, par exemple, par les sucres du lait maternel, donc ça va en faire croître certaines familles bien spécifiques, là, notamment les bifidobactéries. Donc, ces bactéries-là vont éduquer le système immunitaire en ce sens qu'elles vont dire, OK, ça, tu dois apprendre à tolérer ça, puis tel autre pathogène, par exemple, tu dois apprendre à te défendre contre ces bactéries-là. Donc, tu sais, déjà là, s'il y a quelque chose qui va pas bien, mais tranquillement, on commence à faire des liens, notamment avec le fait de développer certaines allergies, le fait de développer l'obésité infantile ou bien à l'adolescence. Donc, il y a certaines problématiques qu'on commence à associer avec ce qui se passe dès la naissance, dès la première colonisation des bactéries intestinales. Fascinant, hein? Donc, ce que je comprends, c'est que ça a un rôle de régulation un peu sur tous les systèmes du corps. Fait que c'est un peu la fondation de notre maison, puis après ça, le reste va se construire à partir de là. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est la fondation de la maison? Je sais pas nécessairement quel système est plus important qu'un autre, par exemple, mais le microbiote intestinal touche à tous les systèmes. Donc, en soi, quand il y en a un qui est déréglé, mais c'est toujours intéressant d'aller voir est-ce qu'on a une cause encore plus profonde qui serait au niveau du microbiote intestinal? Puis quand on dit que le microbiote touche à tous les systèmes, bien, actuellement dans la littérature, ce sont plus des liens d'association ou des corrélations. Donc, je m'explique. Quand ça va pas bien du côté immunitaire, quand ça va pas bien au niveau, par exemple, on développe un diabète de type 2, on développe le Parkinson, on voit des associations avec une perturbation dans le microbiote intestinal, mais on n'est pas encore capable de dire, hors de tout doute, que c'est la perturbation qui a causé cette problématique-là. Par OK, donc contre, il y a des pistes de recherche qui sont intéressantes, qui sont soulevées, mais c'est pas encore hors de tout doute. Fait que, tu sais, on n'a pas encore des traitements, mettons, qui vont cibler le microbiote pour la maladie de Parkinson. non, par contre, il y a quand même plusieurs recherches qui se font sur le fameux transfert du microbiote intestinal. Donc, on prend le microbiote d'une personne qui est en santé, qui a certains critères cibles, puis finalement, on copie-colle ce microbiote-là, puis on le transfère chez quelqu'un d'autre. Mais ça se fait en laboratoire, dans des études expérimentales, parce que il y a beaucoup de choses qu'on transfère qu'on ne connaît pas. Plus je dis souvent, moi, plus on fait de la recherche sur le microbiote intestinal, plus on réalise qu'il y en a encore à faire. Donc, c'est pas chez monsieur, madame, tout le monde, on décide pas de faire ça dans son salon soi-même, là, un transfert de microbiote intestinal, parce qu'il y a beaucoup de risques aussi associés à ça. Mais il y a des traitements qui existent de transfert dans, mon Dieu, le cancer, l'obésité, dans plusieurs problématiques auto-immunes, entre autres. Puis, il n'y a pas nécessairement de cause à effet, mais de plus en plus, il y a dans les laboratoires là, du monde entier, on commence pour certaines pathologies à découvrir qu'il y a des signatures microbiennes particulières. Je m'explique. Par exemple, dans la fibromyalgie, on réalise vraiment qu'il y a certaines bactéries qui sont toujours là. On a comme une espèce de profil bactérien associé à la fibromyalgie. Puis de plus en plus, bien, on se dit, OK, ben, attends un peu là. Si on était en mesure de déterminer à l'avance, est-ce que tu as ce profil-là ou non, bien, peut-être qu'on serait capable d'agir en prévention. C'est la même chose au niveau de la polyarthrite rhumatoïde, entre autres. On aurait des signes précliniques avant que le diagnostic tombe. Alors, si on était capable d'aller tester justement cette signature microbienne-là, puis de se dire, oh là, attends un peu, on a cette association-là qui est très forte. Est-ce qu'on peut agir en prévention? L'avenir nous le dira. Moi, je pose l'hypothèse que oui. C'est intéressant, j'espère que oui, en fait.
Tu parles de tester, là, justement, il y a des tests là, qui sont déjà commercialisés, surtout aux États-Unis. Tu sais, on peut commander un test en ligne, on fait un échantillon de sel, on renvoie ça par la poste. Puis là, ils nous disent qu'ils nous fournissent un beau rapport, puis là, tout le détail. Puis après ça, Mhm. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, est-ce que c'est des tests qui sont validés, qui sont fiables? Puis deuxièmement, mais qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Comment on les interprète? Puis est-ce qu'on a vraiment un pouvoir d'agir, hem, en prenant des suppléments XY là, sur le microbiote? Ouais. Oh, il y a plusieurs questions dans la question. Dans le fond, je dois quand même mentionner que je vais répondre à la question de façon la moins biaisée possible, mais j'ai, avec mon partenaire, mis sur le marché une analyse de microbiote intestinal, donc je veux vraiment le mentionner dès le départ. Mais je vais prendre le temps de répondre à la question parce que j'aime dire que j'ai avant de me décider à lancer la technologie, mon caca a fait le tour du monde. Donc, j'ai testé beaucoup de technologies. Puis dans les analyses de microbiote intestinal, c'est pas pour rien que ça a mauvaise presse quand même, où on dit que ça peut manquer de fondement scientifique parce qu'il y en a beaucoup pour, pour lesquels c'est le cas, qu'on a vraiment un manque de fondement scientifique dans les rapports qu'on obtient puis dans la technologie qui est utilisée. Quand vous recherchez une bonne analyse de microbiote intestinal, si vous allez vers des technologies qui mentionnent le 16S ou qui mentionnent PCR, ce sont des technologies qui coûtent pas trop cher à faire rouler, là, si vous me permettez l'expression, puis ça nous permet d'identifier les genres et les espèces bactériennes qu'on retrouve dans le microbiote. Or, et ça, si jamais on se reparle de probiotiques, on en jasera, mais ce qui est le plus pertinent dans le microbiote, c'est de connaître la souche de la bactérie qui s'y retrouve. Parce que c'est la souche qui a réellement un impact sur, comment dire, sur son comportement ou sur ses agissements. Donc, ce qui nous permet de déterminer le rôle d'une bactérie, c'est sa souche. Donc, si on fait une analyse de microbiote intestinal sur les genres et les espèces bactériens qu'on a à l'intérieur de nous, bien, l'extrapolation des recommandations est basée. En fait, les recommandations sont basées sur l'extrapolation de quelle souche pourrait s'y retrouver. Donc, au niveau fondement scientifique, c'est pas génial. Par contre, c'est mieux pour le portefeuille. Donc, attention, on peut s'amuser avec ça, mais il n'y a pas beaucoup de recommandations, il n'y a pas beaucoup de science en arrière de ça. Si vous allez vers des tests qui utilisent la métagénomique shotgun, donc là, on va vraiment voir l'ADN des souches. Donc là, on est en mesure de bien travailler. Mon drapeau rouge par rapport aux analyses de microbiote, c'est qu'évidemment, on va voir le microbiote sur un échantillon de sel, donc un échantillon. Donc, on a accès à un échantillon de votre microbiote intestinal. Donc, on va baser nos recommandations sur ça. Par contre, ce qui devient intéressant, notamment nous, dans notre analyse, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la signature qu'on obtient de votre échantillon à la littérature scientifique, parce que dans la littérature, tout est fait sur des échantillons de sel aussi. Donc, au moins, on compare des pommes avec des pommes. Puis là, ça nous permet de voir, bon, mais votre signature, est-ce qu'elle est associée à certaines signatures qu'on voit dans la littérature? Et si oui, bien là, c'est un drapeau rouge, puis ça nous permet de ressortir des recommandations pour changer graduellement nos habitudes de vie. L'objectif ici, c'est pas d'avoir une liste d'aliments qu'on peut manger puis une liste d'aliments qu'on ne peut pas manger. C'est vraiment de voir bien, quels sont les aliments qui sont reconnus par la science pour tranquillement modifier notre signature bactérienne. Fait que c'est comme Donc, ça. il y a une possibilité que ça se modifie dans le temps. C'est ça, c'est pas une photo qui est figée dans le temps. Est-ce que ça vaut la peine de refaire à ce moment-là des échantillons avec un intervalle de temps? Fait que, tu sais, mettons, on teste au jour zéro, on apporte des modifications, puis après ça, on reteste, je sais pas, 6 mois plus tard. Est-ce que c'est pertinent de faire ça ou non? Ben, dans le fond, ça dépend toujours quel genre de personne vous êtes. Donc, je sais très bien qu'on a des clients, nous, qui sont veulent avoir des données, là. Puis là, ben, ils veulent refaire un autre test pour voir c'est quoi les changements, tu sais, tous les changements qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça a donné sur leur signature microbienne. Mais entre vous et moi, là, d'habitude, quand on fait ça, c'est pour se sentir bien, pour prévenir certaines problématiques, pour améliorer certains symptômes. Donc, si les changements que vous faites améliorent les symptômes, en soi, je pense pas que vous ayez besoin de reprendre une image, là. Je veux dire, vous allez mieux. C'est ça qui est important. Donc, je pense pas que ce soit, à part si vous voulez voir vraiment, là, concrètement, les changements, je pense pas nécessairement que ce soit pertinent. Puis au niveau, c'est ça, alimentation, prébiotiques, probiotiques, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, puis l'impact sur le microbiote? Oui. Là, dans le fond, le microbiote intestinal, il est influencé par
plein de choses. Donc, on a parlé même, dans le fond, de l'alimentation de la maman pendant la grossesse, là, donc ça va loin. Ensuite, toutes les premières années de vie, là, donc le type d'accouchement, le type d'alimentation, tu sais, allaitement ou pas allaitement, les premiers aliments qu'on intègre. Donc, tout ça, là, ça va façonner vraiment la on va dire la variété du microbiote, la diversité du microbiote qui, elle, va demeurer un peu la base. Puis là, à partir de 3 ans, mais c'est un petit peu tout le reste. C'est l'environnement, la médication qu'on prend, les polluants atmosphériques, les gens avec qui on est. Est-ce qu'on a un animal de compagnie? Est-ce qu'on a des plantes? Est-ce qu'on habite en ville? Est-ce qu'on habite en campagne? Tout ça va avoir un impact sur le microbiote, le stress. Puis évidemment, un des facteurs qui influence le plus le microbiote, c'est l'alimentation. Ce qu'on mange tous les jours. En fait, l'alimentation, ça peut être votre allié ou votre pire ennemi en fonction des choix qu'on fait sur le microbiote intestinal. Les modifications sur le microbiote en fonction de ce qu'on mange, là, ça peut se faire en dedans de 24 heures. La problématique, c'est quand on répète, admettons, certains patterns alimentaires qui peuvent nuire au microbiote. Puis ce qui est bien, mais c'est quand on répète les patterns qui ont un impact positif sur le microbiote intestinal. Donc, tu as soulevé notamment les prébiotiques. Si tu me permets, je vais juste faire des petites distinctions entre les mots qu'on va utiliser, là. Les probiotiques, c'est les bonnes bactéries qu'on a à l'intérieur de nous. Les prébiotiques, ben le mot le dit, ça vient avant. Donc, les prébiotiques, c'est la nourriture de nos bonnes bactéries. Puis quand on nourrit bien nos bonnes bactéries, ben elles vont produire des postbiotiques. Elles vont produire des métabolites qui ont un impact positif sur notre santé globale. Donc, ce qu'on veut, c'est effectivement augmenter notre quantité de prébiotiques pour bien nourrir nos bonnes familles de bactéries. Puis, les prébiotiques, en fait, c'est nul autre que les fibres alimentaires. Donc, tout ce qui contient de la couleur. En fait, au Québec, on est extrêmement chanceux parce que les prébiotiques poussent dans nos champs. Je vais vous en donner quelques exemples. Panais, betterave, les asperges, l'ail, l'oignon, les courges à l'automne, là, courges butternut, courges spaghetti, tout ça, là, donc nos citrouilles finalement. Ça aussi, ça contient beaucoup de prébiotiques. Les petits fruits, donc bleuets, framboises, mûres, camerises, des belles sources de prébiotiques aussi. On a des prébiotiques dans certains grains entiers, entre autres le sarrasin, puis dans certaines légumineuses aussi. Donc, toutes des belles sources de fibres. Puis, bien, si on pousse un petit peu plus loin, tu sais, oui, il faut augmenter nos fibres, mais si on pousse plus loin, bien, choisissons celles qui ont cette qualité de prébiotiques-là. Là, permets-moi de te faire un gros bémol parce que j'entends déjà là, toutes celles et ceux qui sont à l'écoute puis qui se disent mon Dieu, c'est tous des aliments que je tolère pas parce qu'on a des symptômes digestifs. Ou bien il y en a qui vont me dire hey, moi, les fibres, Andréane, ça passe pas. Bien souvent, ça cause des ballonnements chez certaines personnes, hein? Fait que Ça. je pense que ça vaut la peine que tu élabores un peu là-dessus. Donc, il y a beaucoup de prébiotiques qui vont augmenter les symptômes de ballonnement, qui vont augmenter les symptômes de diarrhée ou constipation. Alors, dans ce temps-là, évidemment, je pense qu'un processus avec une nutritionniste pour vous aider à mettre fin à ces symptômes digestifs-là va de soi. Mais au-delà de ça, si on veut essayer d'intégrer des prébiotiques qui n'ont pas trop d'impact sur les ballonnements, on peut se diriger vers les prébiotiques qui sont qualifiés de polyphénols. Les polyphénols, c'est une famille d'antioxydants, mais qui a justement cet impact prébiotique-là sur nos bactéries intestinales. Et j'ai nommé l'huile d'olive. L'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, qui picote un petit peu dans la gorge là, quand on la mange. Si votre huile d'olive goûte rien, là, c'est parce qu'il n'y a pas de polyphénol là-dedans. Donc, une huile d'olive qui est un petit peu piquante, très important. Les bleuets, justement, le thé vert, le thé noir contient vraiment beaucoup de polyphénol. Le chocolat noir, on aime, bonne nouvelle. Pinot noir, donc là, je vous dis pas de prendre un verre ou deux de pinot tous les jours pour votre apport en polyphénol, mais sachez que ça en contient quand même un Faut peu. pas que ça soit le seul apport, disons. C'est ça. Voilà. Mais tu sais, on peut comprendre que ça peut être très diversifié, puis ça peut être plaisant aussi d'intégrer des polyphénols et des prébiotiques à l'alimentation. Donc bref, si on mange coloré, si on mange local, puis qu'on va chercher nos antioxydants, nos polyphénols, bien, on donne quand même, c'est une méchante belle base là, pour bien nourrir notre microbiote. En termes de là, on parle plus des prébiotiques. Les probiotiques, est-ce que ça vient de l'alimentation aussi? Comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, les meilleurs, je vous dirais, probiotiques, mais là, je les mets entre guillemets parce que ce ne sont pas tous des probiotiques, là, ce sont les aliments fermentés. Les aliments fermentés ont
en fait, apportent à eux seuls énormément de diversité bactérienne dans le microbiote intestinal. Puis ça, c'est important. Dans le fond, un microbiote qui est normal, un microbiote qui est sain, c'est un microbiote qui est diversifié et riche en bonnes bactéries. Souvent, souvent, l'analogie que je vais donner, c'est comme dans une entreprise. Donc, moi, j'ai mon entreprise, ça me prend pas juste des nutritionnistes diététistes, là, ça me prend une cour d'eau, ça me prend une comptable, ça me prend une gestionnaire de réseaux sociaux, ça me prend plein d'expertises différentes. C'est la même chose dans le microbiote. Pour qu'il fonctionne bien, on a besoin des expertises de chacun. Puis, bien, à ce moment-là, il faut nourrir chacune de ces expertises-là. Donc, le fait d'aller chercher des aliments fermentés, mais ça nourrit cette diversité-là, justement. Les aliments fermentés, c'est le kimchi, la choucroute, le kombucha, le miso. On a le kéfir, on a le tempeh, on a le pain au levain. Donc, tout ce qui est vivant, finalement. Ça va venir beaucoup, beaucoup Est-ce que la enrichir. bière, ça compte là-dedans? Oui, ben oui, la bière, c'est un aliment fermenté, absolument. Quel autre? Je reviens avec mon verre de vin rouge, mais le pinot noir, c'est quand même un aliment fermenté aussi. Puis là, c'est drôle, j'espère que les gens retiendront pas juste ça du podcast Non, d'aujourd'hui. c'est ça, buvez de la bière puis du vin, du pinot noir. C'est ça. À la santé de mon microbiote. Mais non, sans blague, aliments fermentés, là, c'est vraiment stupéfiant au niveau de l'impact que ça a sur les marqueurs inflammatoires. On a mentionné tout à l'heure que le microbiote peut avoir un impact sur beaucoup de systèmes du corps humain, puis le dénominateur commun, c'est beaucoup l'inflammation. Quand ça va pas bien dans le microbiote, souvent la barrière intestinale va être fragilisée un petit peu. Puis là, c'est là que peuvent entrer des substrats qu'on veut pas qu'ils entrent habituellement. Quand ces substrats-là entrent, quand des mauvaises bactéries entrent, ben là, votre système immunitaire, 70 de votre système immunitaire est dans l'intestin, là. Donc, il est prêt à combattre. Prêt à combattre ces nouveaux arrivants-là qu'on connaît pas trop. Donc là, le système immunitaire surréagit, appelle des molécules inflammatoires. Puis là, si ça se reproduit souvent, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, bien, il s'installe tranquillement de l'inflammation. L'inflammation silencieuse, une inflammation chronique. C'est cette inflammation-là qui peut aller affecter d'autres systèmes par la suite. Système hormonaux, système endocrinien, système, tout ce qui est gestion de poids, là, donc tout ce qui est maladies métaboliques. Le cœur de ces maladies-là, c'est l'inflammation souvent. Arthrite, arthrose, cette inflammation-là peut aussi avoir des impacts au niveau du bien-être mental. Donc, il y a de plus en plus d'associations entre la dépression, l'anxiété et cette fameuse inflammation intestinale. Tout ce qui est dyslipidémie, hypertension, obésité, résistance à l'insuline, diabète de type 2. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un lien. Juste revenir un petit peu sur les aliments fermentés, là, parce qu'il y a encore des gens qui disent: «Ah ben moi non, ça passe pas, je me sens pas bien». Fait que, Mhm, par exemple, ils consomment des fibres, ils se sentent pas bien, des aliments fermentés, ils ne se sentent pas bien non plus. mhm. Est-ce que ça peut être une espèce de réponse à un changement trop drastique? Est-ce que c'est notre microbiote qui peut dire: «Wow, wow, wow, c'est trop rapide comme, changement de» donc est-ce que ça peut être un indice qu'on a un problème, au niveau de la signature de notre microbiote? Pas nécessairement. Je reviens juste par rapport au fait d'intégrer des aliments fermentés. C'est que finalement, on a dans la littérature, on a vu que l'intégration des aliments fermentés avait un impact sur plusieurs marqueurs inflammatoires. Donc, ça va venir aider justement potentiellement à la prévention de plusieurs problématiques. Donc là, si on intègre des fibres puis des aliments fermentés, puis que les 2, ça nous cause des inconforts digestifs, la première chose à voir, c'est effectivement, est-ce qu'on a comme décidé d'intégrer ça trop rapidement? Parce que c'est sûr que si pendant 20 ans, vous avez mangé 10 grammes de fibres par jour, puis du jour au lendemain, vous décidez d'en manger 33, votre microbiote va certainement réagir à tout ça. Un peu comme quand on intègre un nouveau probiotique en capsule, là, par exemple. Au début, là, il y a des inconforts intestinaux, là, ça c'est normal. Le microbiote réagit. Ça ne veut pas dire par contre qu'on a un mauvais microbiote ou un bon microbiote, là. Ça veut juste dire que ce sont des nouveaux aliments, on n'est pas habitué, puis on n'est peut-être pas habitué de fermenter autant. Puis quand on fermente beaucoup, ben là, ça crée de l'air. Alors, ça crée du ballonnement, ça peut créer de la constipation et ou de la diarrhée. Là, ça dépend de quelle façon on réagit à ça. Par contre, si on essaie d'intégrer des fibres, des aliments fermentés en petite dose toujours, puis que tout ça nous crée beaucoup d'inconfort digestif, bien là, c'est peut-être le problème, là, il est peut-être en amont. Il faut voir, est-ce qu'on a des problèmes intestinaux qui ont été diagnostiqués? Donc, est-ce qu'on a le syndrome de l'intestin irritable avec intolérance au FODMAP? Est-ce qu'on a une maladie cœliaque? Est-ce qu'on a des sensibilités au lactose, à l'histamine? Donc, il y a plein de choses là, qui peuvent provoquer ces symptômes-là.
Fait que c'est sûr qu'avant d'intégrer tout ça, il faut être au courant de ce qu'on a comme problématique. Parce que là, Puis, ben, est-ce non qu'il y a seulement un délai habituellement qu'on peut se dire, tu sais, on fait une transition progressive oui. sur, exemple, 3 semaines, 3 mois, puis Mmh. au-delà de ce délai-là, si on voit que les symptômes persistent, là, ça vaut la peine d'aller consulter. Tu sais, mettons quelqu'un qui voudrait faire tranquillement la transition à la maison par lui-même, c'est quoi Mmh. le délai habituellement raisonnable qu'on se dit: «Ben, ça va passer ou ça passera pas», là? Mon Dieu, c'est tellement individuel à chacun. C'est une excellente question, là. Moi, j'ai l'impression que s'il y a pas de sensibilité préalable, que c'est juste que notre microbiote était pas habitué nécessairement de voir toutes ces belles nouvelles fibres-là arriver, tu sais, en une ou 2 semaines, là, j'ai vraiment l'impression que tranquillement, ça va très bien se placer. Puis c'est à peu près la même chose lorsqu'on ajoute un nouveau probiotique. On dit de l'essayer pendant au moins 2 semaines. Si on n'a pas d'amélioration des symptômes ou si on a une exacerbation des symptômes, ben là, on change de sorte de probiotique, tout simplement. Côté nutrition, ben là, on essaie de voir est-ce que c'est les quantités qui étaient trop importantes ou s'il n'y a pas justement un problème intestinal sous-jacent. Puis là, tu parles de probiotiques en capsule. Est-ce que tout le monde a besoin de prendre des suppléments de probiotiques, hem, ou l'alimentation, c'est la première étape toujours à essayer? Ouais, je vous dirais, là, tout ce qui est habitude de vie, ça va toujours être les premières lignes de, je mets entre guillemets, là, première ligne de traitement, là. Donc, on va toujours y aller avec les habitudes de vie d'abord. Donc, gestion, alimentation, gestion du stress, sommeil, activité physique. Puis ensuite, on pensera à intégrer une aide qui vient de l'extérieur. À moins qu'on soit dans un mode par exemple, j'ai une infection à l'acide difficile, je prends des antibiotiques, j'ai un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, puis que là, tu sais, on a vraiment des probiotiques sur le marché qui sont indiqués pour ces problèmes-là. Ben là, cliniquement parlant, ça vaudrait la peine de les intégrer parce qu'on a la preuve que ça a un impact positif. On a la preuve clinique, dans le fond, que ça a un impact positif. Mais si on est plus en mode santé globale, ben, on intègre les probiotiques, tu sais, 1 fois par saison. On varie un petit peu au niveau des souches. On choisit les souches qui nous font du bien. Mais autrement, avec une bonne alimentation, comme je l'ai mentionné, là, gestion du stress, bon sommeil, activité physique, habituellement, on est quand même en bateau, en voiture. Je me rappelle pas c'est quoi l'expression, là, mais ça va bien. En voiture, je pense. En voiture, allons-y comme ça. Puis comment on fait pour, tu sais, mettons à la pharmacie, là, l'offre de probiotiques, elle est vraiment diversifiée. Comment on fait pour choisir le bon probiotique pour nous si on n'a pas fait le test de signature du microbiote, Mmh. ou si on n'est pas accompagné par un professionnel? Oui, Parce que tu sais, je pense que la majorité de la population ne connaît pas les différentes souches. Alors, c'est un peu essai-erreur. C'est un peu plate d'essayer, puis après ça, que ça fonctionne pas, de oui, finir constipé, en diarrhée. Fait que, tu sais, parce que la réponse aux probiotiques, elle est différente, je pense, chez chaque personne, là. exact. C'est ce qui complexifie le choix, puis c'est quand on me demande, Andréane, quel probiotique je dois prendre, mais c'est comme si vous demandiez à un pharmacien quel médicament je dois prendre. Alors, la prochaine question, c'est ben, sur quoi tu veux travailler, dans le fond? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Puis le rendu là, ben là, on a des souches qui ont des études cliniques pour dire, bon, ben, cette souche-là, elle est utile dans telle circonstance. Je vous dirais pour vous aider, là, parce qu'il y a tellement, tellement de sortes, demandez-vous premièrement d'où vient le produit. Donc, un produit du Québec ou du Canada, ce sera toujours mieux parce que ici, on est obligé de déclarer les souches qui sont utilisées. Donc, c'est pas une souche qui vient de l'arrière-scène d'une compagnie qui a été mise en bouteille, là. Faut aussi se demander si les souches sont, par exemple, d'origine humaine ou si elles ont été testées en laboratoire pour améliorer finalement la flore intestinale. Ça, vous pouvez demander aux compagnies, tu sais, c'est quoi les études cliniques derrière l'utilisation de vos souches? Puis si la compagnie n'est pas capable de vous répondre, là, c'est pas un produit que vous devez mettre de l'avant. Est-ce qu'on est mieux d'aller avec des multisouches ou avec une ou 2 souches? Encore là, ça dépend toujours le, mmh, c'est quoi l'objectif? Mais je vous dirais souvent le problème des multisouches, c'est qu'on en a tellement dans le pot qu'au final, chacune d'elles ne travaille pas nécessairement en synergie ensemble ni en synergie avec les nôtres. Puis on en a tellement que chacune d'elles est en très petite quantité, donc aura pas nécessairement d'impact. Donc on est mieux d'avoir une, 2, 3 souches en quantité adéquate pour avoir un réel impact, puis de demander aux fabricants, tu sais, c'est ça, tu sais quoi vos études cliniques sur le sujet.
Un guide, en fait, qui peut vous être utile dans le choix des probiotiques, c'est un guide qui est accessible à tous. Vous googlez ça, guide clinique des probiotiques avec l'année en cours, puis vous allez avoir finalement, en fonction des raisons de consultation, quel probiotique utiliser. C'est très intéressant, je connaissais pas ça, merci. Puis mettons avec le test que toi tu as commercialisé, est-ce qu'à partir de ça, on est capable de vraiment comme identifier soit l'alimentation, soit des souches de probiotiques ou les 2? Comment ça fonctionne? Tu sais, donc je fais un test, puis c'est quoi les étapes subséquentes? Puis qui fait l'accompagnement, avec ça? Habituellement, le test est quand même assez facile à comprendre, mais là, moi, je fais beaucoup de rencontres avec les gens qui décident finalement d'avoir une interprétation de leur test, puis je réalise que, ben, tu sais, je suis là-dedans depuis 15 ans, puis ça paraît. Donc, pour moi, c'est facile de naviguer dans le test, Mmh. mais quand on reçoit ça au départ, des fois, on se sent un petit peu perdu, même si je trouve qu'on essaie de le mettre le plus user-friendly possible, là, pardonnez l'anglicisme. Donc, on a les associations. En fait, donc, ça nous dit par piliers de la santé, mettons santé mentale, santé digestive, métabolique, santé physiologique et autres, par piliers de la santé, quelles sont nos fortes associations avec certains symptômes ou certaines pathologies, puis quelles sont les associations modérées, faibles et quels sont les éléments pour lesquels on n'a aucune association. Donc, quand c'est des associations modérées à élevées, là, moi, je trouve que c'est des bons drapeaux rouges. On doit travailler là-dessus. Puis, pour travailler là-dessus, on donne des recommandations qui sont toujours supportées par où est-ce qu'on a trouvé cette recommandation-là, donc dans quelle littérature, puis vous y avez accès. Donc, les recommandations, ça peut être soit des recommandations nutritionnelles, soit des recommandations sur le type d'activité physique à faire, ou soit des recommandations de souches de probiotiques. On ne l'aura pas tout le temps, là, ça dépend vraiment de ce qui est présent dans la littérature. Puis, on n'aura pas de marque à proposer, là, c'est vraiment la souche. Puis là, ben, rendu là, vous prenez la souche, vous la mettez dans le moteur de recherche que vous désirez, puis là, vous allez voir qui la commercialise. On a un peu un plan de match, on a une liste d'épiceries avec laquelle on peut travailler pour tranquillement changer notre signature microbienne en fonction de nos objectifs. Puis en termes d'activité physique, là, tu viens de parler du type d'exercice. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Dans le fond, est-ce que, mettons, une activité plus d'endurance va avoir un impact XY sur certaines souches du microbiote? Exactement. Donc, selon le type d'activité physique, des fois, c'est plus des activités, très intenses et de courte durée. D'autres, ça va être des activités d'endurance de type plus aérobique. D'autres activités, c'est vraiment le martèlement finalement des pas là, sur le sol. Donc, on va plutôt miser un 10 à 12 000 pas dans une journée. On a des activités physiques. En fait, il faut savoir, hein, que le microbiote intestinal aime l'activité physique de par le circuit que ça va faire avec la gestion du stress, entre autres, et la production de neurotransmetteurs et d'hormones. Donc, tout ça est interrelié. Mais le microbiote n'aime pas les activités physiques trop intenses. Donc, quand on tombe vraiment dans l'intensité, bien, on vient créer une certaine dysbiose dans l'intestin. On vient fragiliser la barrière intestinale. Donc, trop, c'est comme pas assez aussi là, dans le monde de l'activité physique par rapport au microbiote. Est-ce que c'est pour ça que, mettons, je pense aux gens qui font de l'ultra trail, là, ils finissent tous par, même en, tu sais, les marathoniens, il y a beaucoup de problèmes gastro-intestinaux qui surviennent pendant les courses. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ça? Oui, 2 choses. Ça peut avoir un lien avec la petite dysbiose transitoire, là. Quand je dis dysbiose, c'est une petite perturbation dans le microbiote. Puis ça peut aussi avoir un lien avec ce qui est consommé pendant la course. Dans le fond, souvent, ce sont des glucides, certains types de glucides qui vont fermenter un peu dans le tube digestif, donc qui contiennent ce qu'on appelle des FODMAP. Donc FODMAP, ça commence par F, là, ce sont des glucides fermentescibles. Puis souvent, on retrouve ces éléments-là dans les produits pour sportifs, justement. Mais l'excès de glucides, ça peut aussi entraîner justement une impression de va-vite ou de diarrhée. Donc, c'est un petit peu la combinaison des 2 qui crée ces troubles digestifs-là transitoires. Mais c'est pour ça que c'est important, tu sais, les marathoniens, les ultramarathoniens, vont tous tester les produits avant d'aller faire une course, là, pour savoir leur tolérance digestive justement à ces produits-là. Donc, tu sais, si on décide du jour au lendemain de faire des longues distances, mais sans avoir testé les aliments avant, là, ça se peut que vous ayez des surprises. Des mauvaises surprises. Oui, voilà. Ah. J'aimerais qu'on parle là un peu du microbiote chez la femme versus chez l'homme. Fait qu'est-ce qu'en fonction du sexe à la naissance, il y a une différence au niveau de la signature? Tu sais, tantôt, on a dit que chaque personne individuellement a sa signature, mais est-ce qu'on remarque des patrons de signature entre les femmes et les hommes en fonction des hormones sexuelles?
Est-ce que c'est en fonction des hormones sexuelles ou en fonction d'autres choses? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des patterns? En fait, les patterns qu'on voit femmes et hommes, j'ai l'impression au niveau de la littérature là, que ça ne vient pas du fait que c'est une femme ou un homme, ça vient plutôt des habitudes de vie qui sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, on associe certaines habitudes de vie un peu plus à la jante masculine, puis un peu plus à la jante féminine. Donc, tu sais, qu'est-ce qui impacte quoi? C'est pas clair. Donc, oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais c'est pas clair à savoir si c'est relié au fait que, hormonalement parlant, c'est une femme ou un homme, là. Et au courant du cycle menstruel, il va y avoir des fluctuations au niveau de l'estrogène, progestérone, entre autres. Au niveau Exact. du microbiote, c'est quoi qu'on voit là comme, association avec les hormones féminines? Oui, dans le fond, il y a certaines hormones qui vont favoriser finalement une augmentation du transit. Là, on pense, admettons, pendant les menstruations, là. Donc, il y a une hormone qui va venir comme accélérer finalement les mouvements utérins pour qu'on puisse, pour qu'il y ait les menstruations. Donc, ces mouvements utérins-là peuvent avoir un impact aussi sur les mouvements intestinaux. Donc, il y a à peu près 10% des femmes là, qui vivent un peu la diarrhée associée aux menstruations finalement. Donc, on a ce parallèle-là qu'on peut faire. Dans une autre phase du cycle menstruel aussi, on va se retrouver plutôt en mode constipation, justement à cause de la progestérone là, qui va venir modifier finalement ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal. Donc ça, c'est pendant un court cycle, mais dès qu'on a des perturbations de façon plus générale, là, perturbations hormonales, en fait, les perturbations hormonales, la variation des hormones va avoir un impact sur le microbiote, puis le microbiote en soi peut avoir un impact sur le taux d'hormones circulantes libres. Donc, quand on voit par exemple une dysbiose, donc une perturbation dans le microbiote intestinal, on voit que ça a un impact sur le métabolisme finalement des estrogènes. Là, c'est ce lien-là qui nous permet de dire, bon, ben, à la périménopause, à la ménopause, pourquoi finalement on voit ou pourquoi cette période-là est associée à une perturbation du microbiote intestinal. Mais finalement, là, encore une fois, c'est pas clair à savoir si c'est la poule ou l'œuf. Donc, est-ce que c'est les perturbations hormonales qui viennent créer une dysbiose ou si à ce moment-là, on a une dysbiose qui a un impact au niveau, qui a un impact, pardon, sur le taux d'estrogène circulant. Mais si je peux me permettre, il y a un livre qui est assez extraordinaire, qui a été écrit par une ancienne collègue et une gynécologue. Vanessa Daigle, nutritionniste, puis Manon Charlebois, hormones et alimentation. Puis il y a toute une section dédiée au microbiote intestinal dans le livre. Donc, ça dit à quel point finalement le microbiote a un impact sur ce qui se passe au niveau des estrogènes. Puis, on est en mesure aussi de voir cet impact-là quand il est question de fertilité, d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques. On sait aussi que le microbiote intestinal a son rôle à jouer dans la gestion de poids. En fait, en fonction des bactéries qu'on a dans le tube digestif, on va, selon ce qu'on donne comme nourriture à ces bactéries-là, on va être plus ou moins en mesure de fabriquer les hormones qui s'occupent de la faim et de la satiété. Donc, on pense souvent que c'est notre tête là, qui nous permet de gérer notre faim et notre satiété, mais au final, notre tête, elle est influencée d'abord par ce qui se passe dans le microbiote intestinal. Donc, pour faire une saine gestion des portions dans la journée, c'est important de bien nourrir notre microbiote pour que les hormones reliées à la faim et à la satiété fonctionnent bien. Autre chose aussi, notamment dans le syndrome des ovaires polykystiques, souvent on va avoir une résistance à l'insuline aussi. La résistance à l'insuline, ça part ça aussi de ce qui se passe dans le microbiote intestinal. Donc, le tableau hormones, microbiote, fertilité nous permet de voir qu'il y a des associations, nous permet de voir qu'il y a tout un travail très complexe, en fait, entre tous ces systèmes-là, mais le comment exactement ça fonctionne, ça demeure pas tout à fait clair dans la littérature. Puis est-ce que c'est quand même une bonne proportion de clientèle? Mettons les gens qui ont des troubles de la fertilité, les femmes, qui sont suivies en clinique de fertilité, est-ce que c'est quelque chose qu'on leur parle ou est-ce qu'on leur recommande d'aller en nutrition, tu sais, comme première approche? Parce que comme tu disais, souvent la première intention, c'est de changer les habitudes de vie. Mmh.
Tu sais, je me dis avant d'embarquer dans un gros protocole de stimulation ovarienne avec des injections d'hormones, du Mhm, in vitro, tout le stress qui est associé à ça, mhm. est-ce que c'est déjà un peu en train de se faire cette transition-là dans les cliniques de fertilité ou pas du tout? À l'époque, je me rappelle avoir été formée une équipe d'infirmières sur le lien entre la nutrition, juste ça, là, la nutrition et tout ce qui était fertilité. Puis on parlait pas de microbiote, là, on parlait vraiment juste de la base qui est la nutrition. Puis j'avais l'impression que c'était comme nouveau un peu cette approche-là. Donc on n'était pas dans la science émergente, là. C'était nouveau par rapport aux discussions potentielles. Pour avoir vécu le processus, au complet, moi, on m'a jamais parlé d'habitude de vie. On m'a simplement parlé de gestion du stress. Puis à un certain moment, on m'a parlé de poids basé sur mon IMC et je me disais: «Mon Dieu, là, on est à 100 000 années-lumière de ce que vous êtes supposé de me dire en tant que professionnel de la santé, là. L'IMC, on ne considère plus ça, là. Faut ouvrir un peu nos horizons, là, puis aller voir ce qui se passe vraiment». Et ben, c'est quand même quelque chose que je déplore malheureusement parce que les habitudes de vie, ben, faut que ça fasse partie du processus. Mais je pense aussi que quand les couples sont dans ce processus-là, il y a tellement de pression, il y a tellement de stress et d'émotions. J'ai quand même un petit peu l'impression que les gynécologues et les médecins qui suivent les clients veulent pas ajouter une couche de pression de plus puis que la personne se mette à manger de façon cartésienne, là. En même temps, tu sais, toi, tu dis, ils t'ont parlé de poids. Moi aussi, j'ai été en clinique de fertilité. Moi, c'était pour l'inverse, là, fait que j'avais un surplus de poids. On m'en a pas parlé, mais souvent, tu sais, les patientes parce que malheureusement, l'IMC, c'est encore très utilisé en clinique de fertilité. Mmh. Les patientes qui ont une IMC au-dessus de 30, donc qui sont considérées dans l'obésité, ben moi, j'ai entendu plusieurs histoires où on disait à ces femmes-là, ben, tu sais, il va falloir que tu perdes du poids. Fait que je me dis, tant qu'à dire ça comme ça, peut-être que ça manque un peu de délicatesse, puis de l'amener avec une nuance. Ben, tu sais, on a des évidences scientifiques qui nous disent que si tu modifies un petit peu tes habitudes, ça va avoir un impact sur ton microbiote Mmh. et donc sur ton poids, sur l'obésité, tu vas avoir moins d'inflammation. Tu sais, je sais pas, mais ça me semble il y aurait une façon plus Ouais. correcte, puis moins, Mmh. drastique, puis Mmh. moins culpabilisante parce que, tu sais, de dire à une femme: «Tu trop grosse, c'est pour ça que tu tombes pas enceinte», Hey, j'en ai des frissons. je mais non, c'est ça, puis malheureusement, ça se fait encore. Fait que Mmh. c'est quoi ton point de vue là-dessus? Bien, il est presque émotif, hein, considérant que ça vient me chercher de cette façon-là, mais je trouve effectivement que si on veut dans les conférences que je donne, là, je parle de la règle des 4 C. C'est René Frappier qui m'avait déjà parlé de ça, puis les connaissances amènent une prise de conscience qui mène vers un changement de comportement. Si on dit seulement à la personne: «Tu as un surplus de poids, faut que tu perdes du poids pour tomber enceinte», la personne, elle a aucune connaissance, puis il y a aucune prise de conscience qui se fait. Comment voulez-vous qu'il y ait un changement de comportement, mais surtout durable? Le danger, là, c'est que la personne s'en aille vers une alimentation, faible en glucides, keto, qu'elle fasse un petit peu toutes sortes de choses qui seront pas nécessairement en fait, qu'elle rentre dans un mode diète, culpabilité et ainsi de suite, puis qu'elle développe une mauvaise relation à la nourriture. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Mais je pense que si on y va en expliquant le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça a comme impact, puis qu'est-ce que ça va faire si on change nos habitudes de vie, qu'est-ce que ça va faire au niveau du microbiote intestinal. Mais rendu là, j'ai l'impression que la personne, elle est outillée, elle peut comprendre l'impact finalement de ses choix actuels, pas dans la culpabilité, mais juste de dire: «OK, bon, mais quand je décide de mettre ça dans mon assiette ou quand je fais telle affaire, voici l'impact que ça a». Maintenant, rendu là, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on est prêt à changer graduellement pour générer autre chose comme impact dans le corps. J'ai l'impression qu'ils vont offrir plus facilement, exemple de l'Ozempic, du Wegovy, qui sont des médicaments qui ont certaines, efficacités au niveau de l'obésité. Fait que Mmh. c'est comme: «Voici un médicament miracle, ça va te faire maigrir, ça va t'aider à tomber enceinte». Alors que, tu sais, il y a potentiellement des effets secondaires aussi. Tandis que si on abordait le microbiote, ben je me dis, si tu dis à la patiente, ben oui, tu le fais pour toi, tu le fais pour tomber enceinte, mais ça va avoir aussi des impacts pour ton enfant éventuellement, quand tu vas donner naissance. Tu sais, il me semble que c'est un changement qui est beaucoup plus durable dans le temps Mmh. que de donner une piqûre magique encore. Tu sais, j'ai l'impression que c'est la solution rapide
Effectivement, quand tu es en processus de fertilité, tu veux que ça se passe maintenant, Oui. mais je pense que c'est pas une décision qui est libre et éclairée si tu as pas l'ensemble des informations pour faire ton choix. Je suis parfaitement d'accord, puis je pense que les molécules, on doit pas se culpabiliser de les prendre, mais effectivement, il faut que ça vienne avec un support nutritionnel. Les 2 viennent ensemble. Puis là, je fais un parallèle un peu boiteux, mais j'avais un gastro-entérologue à un moment donné qui avait dit, dans un contexte de maladie inflammatoire de l'intestin, une maladie de Crohn, une colite ulcéreuse où est-ce que tu as pas le choix de prendre la médication, mais il avait dit: «La médication vient éteindre le feu dans la forêt. L'alimentation, elle, elle vient rebâtir la forêt». C'est un travail d'équipe. Puis je trouve que c'est un petit peu la même chose dans ce contexte-ci. Si on a des molécules à prendre ou des façons de faire qui sont peut-être un petit peu plus invasives, mais il faut pas oublier après ça le reste. Le reste qui va nous permettre de construire sur de meilleures bases, donner les outils à cette famille-là, pour avoir des saines habitudes de vie par la suite. Donc une belle combinaison de tout ça, là, ça peut être, à mon humble avis, gagnant. Puis est-ce que tu as eu connaissance s'il y a des nutritionnistes justement qui sont inclus dans les cliniques de fertilité? Parce que, tu sais, souvent, il y a les infirmières, il va y avoir des travailleuses sociales, Mmh. mais est-ce que dans la majorité des cliniques maintenant, ils offrent un suivi nutritionnel ou pas? Pas à ma connaissance. Ce serait, j'aimerais ça, on va lancer ça dans l'univers. Je trouve vraiment que ce serait important, mais je pense que tout va se jouer dans le volet culpabilité de la chose. Faut vraiment pas que le service de nutrition soit présenté comme une autre affaire de plus, alors que les couples qui sont en processus ont une charge mentale déjà incroyable. Faut vraiment que ce soit vu comme un outil de plus qui va venir aider, qui va venir soulager, qui va venir offrir des solutions, je pense. Puis est-ce qu'on a des données par rapport justement à des taux de fécondité en lien avec des changements au niveau du microbiote? Est-ce qu'il y a des signatures justement particulières? Tu sais, est-ce qu'on est capable de tester un échantillon de sel puis dire, ben oui, tu as une signature qui correspond avec le syndrome des ovaires polykystiques justement, ou Ça c'est encore un peu vague? Mmh. On est capable d'aller voir, en fait, les signatures microbiotes. Donc, admettons qu'on teste la signature de l'échantillon fécal, on est capable d'aller voir l'association avec, admettons, l'endométriose, l'association avec le syndrome des ovaires polykystiques, mais ce sont des associations. On n'est pas capable de faire des liens de causalité. Donc, est-ce que le microbiote devient un acteur clé dans la problématique ou un simple figurant? Bon, on est capable de le voir, mais toujours basé sur un échantillon fécal. Donc, oui, ça nous donne une idée, mais ça nous donne pas le portrait global de ce qui se passe dans le microbiote intestinal. Ça, c'est quand même une nuance qui est super importante à comprendre. Est-ce que ce qu'on a mangé la veille ou dans la semaine précédente, exemple, on était en vacances, on a eu une alimentation complètement différente de ce qu'on mange Oui. habituellement à la maison, Mmh. est-ce que ça va avoir une influence sur notre résultat? Oui, oui, absolument, parce qu'il y a une certaine diversité du microbiote là, qui s'influence en dedans de 24 heures. Donc, souvent, si vous y allez pour des technologies comme ça, moi, ce que je vais proposer, c'est d'essayer de faire le test dans un moment où vous avez vraiment, tu sais, ça fait à peu près 2 semaines là, que vous avez votre alimentation habituelle, dans le fond, pour qu'on soit capable de travailler avec ça. Puis oui, effectivement, ce que vous avez mangé la veille va impacter certaines des bactéries qui sont là, puis certains des résultats qui sont là, mais ça sera pas, comment dire? Le microbiote intestinal se module aussi sur toute une vie, là. Donc c'est pas juste le repas de la veille qui va avoir un impact sur ce qui se passe. Je reviens un peu au système de santé, là. Dans le fond, est-ce que de ton expérience, tu as l'impression que parce qu'il y a beaucoup de pathologies intestinales et gynécologiques, là, fait que si on parle Mmh. plus de la femme, exemple l'endométriose avec le côlon irritable, Oui. même le SIBO, là, fait que Mmh. c'est souvent des pathologies qui vont avoir des symptômes communs. Oui. Est-ce que tu as l'impression que les professionnels, les médecins spécialistes ils sont au courant un peu de ces 2 facettes-là ou c'est encore tellement en silo que, mettons, le gastro-entérologue aura jamais entendu parler d'endométriose et vice versa? C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Ouais, là, je vais vraiment plus vous parler en termes d'expérience terrain, là, mais j'ai beaucoup l'impression qu'on fonctionne en silo actuellement. Puis, je pense aussi que c'est parce que le temps en consultation est assez limité. On se fait souvent dire que c'est un peu la gestion d'un problème à la fois. Puis, bien, je vais aussi reculer à mes années où j'étais clinicienne. Moi, je me suis spécialisée pendant que j'étais clinicienne en santé gastro-intestinale.
Donc en santé digestive. Donc c'est sûr que si un client était arrivé devant moi puis venait consulter pour de la nutrition sportive ou pour de la nutrition parentérale, j'aurais dit: Vous êtes pas à la bonne place, il faut que je vous réfère vers un ou une collègue qui a cette, pas cette spécialité-là, mais qui en voit plus régulièrement». Donc c'est sûr que un médecin généraliste peut pas être au courant de tout. Un gastro-entérologue peut pas être au courant de tout ce qui se passe du côté de la gynécologie non plus. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'il y ait cette façon de travailler-là en silo, mais déplorable à la fois, parce que ça fait en sorte qu'on a des œillères comme ça, puis on peut pas travailler dans un modèle où on pourrait avoir tout le monde autour d'une même table pour discuter d'un même cas. Donc, cette réforme-là ou ce travail interdisciplinaire-là, ça fait des années qu'on en parle, puis on n'est pas encore arrivé, à part dans des petits projets pilotes, dans des hôpitaux par-ci par-là, dans des CLSC par-ci par-là. Je pense qu'il y a des petites équipes qui ont réussi à intégrer ça, mais avant qu'on en fasse vraiment un projet de société, je pense que ça va prendre une façon de travailler complètement différente, puis ça va nécessiter aussi que nos professionnels de la santé aient plus de temps avec chaque patient. Puis pour avoir plus de temps, ben, il faut qu'il y en ait moins des patients. Puis je pense que pour qu'il y en ait moins, ben là, vous m'aimerez peut-être pas, là, mais je trouve qu'en tant que citoyen, des fois, là, il faut se responsabiliser un petit peu par rapport à nos habitudes de vie, puis il faut essayer de mettre dans nos assiettes ce qui va faire du bien à notre corps. Il faut bouger tous les jours. La santé publique, elle nous donne des recommandations pour être plus en santé, c'est pas pour rien. Ça serait bien de les suivre. Puis je pense que juste ça permettrait de désengorger un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En même temps, tu sais, le financement qui vient pour la santé préventive versus tout ce qui est curatif actuellement, c'est disproportionné. Donc, il y a vraiment pas beaucoup de sous puis d'investissement dans la santé préventive, alors qu'on a des modèles, tu sais, je pense aux pays plus scandinaves, là, fait Oui. que du nord de l'Europe, là, tu sais, entre autres la Suède, qui ont fait un changement il y a quelques années dans leur programme de santé, puis ont dit: «Nous, on va y aller vraiment dans la prévention», puis ils ont eu des effets positifs. Il y a beaucoup moins d'engorgement des urgences. Tu sais, à un moment donné, ça devient une décision politique aussi. Tu sais, je pense que là, on est comme dans un système qui s'écroule, puis tant et aussi longtemps qu'on n'acceptera pas de changer un peu le paradigme, puis de dire, ben oui, on va faire une grosse transition. J'ai l'impression qu'en fait, les décisions politiques n'ont pas suivi la littérature scientifique. Puis, tu sais, là, on parle que c'est encore très en silo. Sauf que là, tu parles de microbiote, puis tu m'as déjà nommé tous les systèmes du corps. Fait que système immunitaire, la santé mentale, l'obésité, la reproduction, la santé digestive. Je me dis à un moment donné, c'est impossible qu'un médecin spécialiste, exemple un gastro-entérologue, ne soit pas au courant de ça. Je comprends que ça va vite, mais je pense qu'on a une responsabilité aussi comme professionnels d'utiliser la science puis les données qu'on a qui sont les plus actuelles pour dire ben voici ce que j'offre comme service à mes patients. Ça reste une responsabilité, un peu un choix qu'on a aussi comme Mhm. professionnel. Mhm. Absolument. Faut choisir aussi un petit peu, d'où le client part. Puis souvent, la rétroaction, moi, que j'avais de certains professionnels, de certains médecins ou de certains spécialistes, c'était de me dire: «Ben là, Andréane, avant que je parle de microbiote à mon patient que j'ai devant moi, là, il va d'abord falloir que je le convainque d'arrêter, mettons, de fumer ou, de sortir marcher 5 minutes par jour». Donc le choix des combats aussi, là, je le comprends dans le peu de temps finalement qu'ils ont, mais, tu sais, je pense souvent, au niveau de la nutrition, ça a été un peu une chasse gardée de dire, ben là, tu sais, c'est nous les professionnels de la nutrition, c'est à nous de parler de nutrition. Tu sais, à l'époque, quand j'étais dans l'ordre professionnel, puis je me disais, ben, en quelque sorte, là, ce serait important, en fait, que tous les professionnels de la santé parlent de l'importance des saines habitudes alimentaires. Peut-être pas s'ingérer dans les zones grises là, entre deux professionnels de la santé, mais de parler des saines habitudes de vie, je pense que ça, c'est la responsabilité de tous les professionnels de la santé, incluant médecins et médecins spécialistes. Donc, oui, pour la prévention. Oui, pour la prévention, ça, on se rejoint à 100% là-dessus. Mais même, tu sais, le système d'éducation, tu sais, tu parles des saines habitudes de vie, ça part dès l'enfance. Fait que Bien sûr. c'est sûr que dans une famille où que c'est déjà véhiculé, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Je me dis Mmh. si dans le système d'éducation, déjà, on met l'emphase là-dessus, ben on se permet de peut-être mieux éduquer nos futures générations, puis ça va avoir un impact aussi sur la santé à long terme. Oui. C'est peut-être, utopique de penser comme ça, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ces scénarios-là pour améliorer la santé collective de tous. Mmh. Hem,
Puis, tu sais, tu parles de faut que je convainque mon patient d'abord d'arrêter de fumer, mais tu sais, tant qu'à prescrire un médicament pour l'hypertension, mais pourquoi qu'on parle pas justement de peut-être un probiotique, des choses comme ça? Tu sais, je me dis ça pourrait être intégré dans une approche plus globale de la santé Mmh. et non de traiter un symptôme à la fois. Mmh. Donc, c'est ça. Je me permets, je pense, de rêver à des solutions puis à des pistes de solutions parce que, tu sais, la recherche, comme tu dis, est pas si émergente que ça. Mmh. C'est quoi, là, présentement, les choses qu'on a dans la recherche, les évidences par rapport au microbiote qui sont en train de transférer dans la clinique? Est-ce que, tu sais, je pense entre autres, là, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix, là, sur le microbiote. Entre autres, il y a une femme dans ce documentaire-là qui prend des selles d'un de ses proches, met ça dans le malaxeur, congelé dans le congélateur, puis elle se fait elle-même des capsules parce qu'elle a vu que dans la littérature scientifique, le transfert du microbiote, c'était une approche, intéressante. Mmh. Puis, la personne dont elle utilise les selles, finalement, il y a des symptômes dépressifs et quand elle commence à utiliser les matières fécales de cette personne-là, elle va développer des symptômes dépressifs elle aussi. Puis quand elle change de donneur, ben finalement, rapidement, ces symptômes, ils s'en vont. Mmh. Je me dis, ça, c'est pas sécuritaire de faire ça chez vous, là, de congeler du caca, puis après ça, de Non. te faire des capsules. Mais l'information, elle est là. Fait que je pense que les gens ont envie d'essayer d'intégrer ça dans leur santé globale. Mais qu'est-ce qui est disponible actuellement, là? Puis qu'est-ce qui a Mmh. transféré au niveau de la clinique par rapport à la recherche? C'est une excellente question, puis effectivement, là, ne surtout pas répéter ça à la maison. Puis je pense que c'est le volet du, documentaire qui m'a un peu déçue, moi, parce que je me disais: «Là, c'est comme si on est en train de parler d'une science». Puis à cause de ce moment-là dans l'épisode, ça je trouvais qu'on est presque ridiculisé tout ce qui s'était mentionné auparavant, là, tout ce qui s'était dit auparavant. Mais bref, je sais que ça existe, là, mais ne pas faire ça à la maison, du moins tant qu'on n'a pas assez de données, là, pour dire que c'est vraiment sécuritaire. Hem, Personnellement, je l'ai perçu plus comme on montre le désespoir de ces gens-là. Tu ouais, sais, ça va ouais. tellement pas bien qu'on est rendu à faire ça, Mmh. des choses qui sont pas plus sécuritaires. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a différentes façons de le voir. Oui, c'est vrai. Ouais, tu m'amènes un C'est bon ça, point. mais je pense que c'était vraiment pour montrer que la science, elle est là, mais malheureusement, les gens, ils ont pas accès à des ressources concrètes, donc Mmh. sont prêts à faire eux-mêmes leurs propres capsules. Mmh. Moi, je l'ai plus perçu comme du désespoir chez cette femme-là, là. Oui, oui. Le microbiote intestinal, en fait, va être considéré, surtout au niveau de la santé digestive ou dans tous les problèmes, plus inflammatoires. Donc on va commencer à, parler justement de l'importance des fibres alimentaires, des prébiotiques dans certains conseils, mettons, un peu plus généraux, quand on a vraiment affaire à des problèmes digestifs ou bien inflammatoires. Dans plusieurs hôpitaux, même ici au Québec, on va parler du microbiote intestinal dans la réponse à l'immunothérapie pour certains types de cancers. Donc, on va vraiment aller voir le microbiote de la personne pour être capable de voir si cette personne-là va bien répondre ou non à l'immunothérapie. Puis le traitement va changer selon la signature microbienne de la personne. Donc ça commence aussi à être super intéressant là, de suivre ça de plus près. Ensuite, cliniquement parlant, c'est beaucoup la médecine intégrative qui, ici au Québec, là, qui va considérer le microbiote intestinal dans ses recommandations. Donc, on a certains médecins qui vont même faire des tests de microbiote intestinal, qui vont considérer ces résultats-là dans leur approche globale. Puis d'autres, s'ils n'ont pas nécessairement la technologie de leur côté, avec eux, ben, ils vont quand même considérer le microbiote dans tout ce qu'ils vont amener comme, tout ce qu'ils vont apporter comme conseils généraux au niveau des habitudes de vie. Parfois, le microbiote va être considéré dans un contexte où on sait que la médication qui est prescrite va avoir un impact sur le microbiote. Donc là, on va dire, OK, bon, ben, cette médication-là a comme effet de perturber le microbiote et donc d'entraîner des diarrhées. Donc, on va travailler, bon, des fois, Comme les antibiotiques, par exemple, là, le meilleur, je pense que l'exemple le plus commun, c'est ça, là. oui, exactement. Puis encore là, tu sais, on a toute la littérature pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une prescription d'antibiotiques, il devrait avoir une prescription de probiotiques. Puis c'est rare qu'on en entend parler, malheureusement, mais toute la littérature est là. Sinon, on a un hôpital aussi que dans son protocole pour la prévention des infections aussi difficiles, il y a la prescription de probiotiques. Donc, ça, c'est dans le protocole clinique de l'hôpital en question. Puis quand tu parles de médecine intégrative, est-ce que c'est dans le réseau public ou privé que ça se fait? Dans le réseau privé. Ouais.
pour le moment. Mais ça demeure des médecins qui sont membres, du Collège, des médecins du Québec, là. Mais c'est plus effectivement au privé parce que ce sont des consultations souvent qui sont beaucoup plus longues, parce qu'on tient compte de tous les systèmes avant de faire des recommandations. Donc c'est une médecine qui est vraiment différente de la médecine traditionnelle. Dans certains, pays, on voit aussi l'utilisation de certaines souches de probiotiques pour aider au traitement, littéralement, là, de certaines problématiques qui touchent la santé mentale. Donc ici, on est vraiment loin de ça, mais dans certains pays, ils vont le faire. Donc autant ils vont travailler avec la médication, autant ils vont travailler avec les habitudes de vie, autant qu'ils vont aller chercher ces souches de probiotiques-là qui ont la littérature pour venir soutenir, dans le fond, leur utilisation dans certains contextes comme ça. Donc cliniquement parlant, ça commence à être intégré dans certains protocoles, mais ça va prendre encore un certain temps, je pense, avant qu'on questionne vraiment. Puis c'est particulier, hein, parce qu'au-delà du microbiote, là, il y a plusieurs milliers d'années, les soignants tenaient toujours compte de la qualité des selles de leurs patients. Puis maintenant, je me demande si ça fait encore partie du protocole clinique ou des questions de base à poser à quelqu'un, alors que, mais quand on regarde dans la toilette à tous les jours, on a quand même pas mal de réponses. Mais pour avoir travaillé en milieu hospitalier, il y a quelques années, effectivement, c'était noté, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Je Ouais, pense pas que tu sais, c'est ça, c'était noté, c'est le liquide, ah oui, il est constipé, il est pas ouais. constipé, on va prescrire du Laxadé, Mmh. tu sais, des choses comme ça, mais je pense pas que ça allait, tu sais, dans une analyse très approfondie, là. Mmh mh. C'est mon expérience personnelle, là. Oui, oui, mais dans le fond, tu as parfaitement raison là, dans les protocoles cliniques, puis je pense que même pour tous les professionnels de la santé, le côté sel est encore questionné, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là ensuite? Parce que ça nous en dit beaucoup. C'est quoi que tu dirais aux gens, mettons, qui sont en bonne santé digestive, en bonne santé générale, mais qui veulent faire de la prévention, au niveau du microbiote pour pas développer des pathologies à long terme? Mmh. Si on veut mettre toutes les chances de notre côté, là, j'irais vraiment avec, premièrement, l'intégration des aliments fermentés. Ça, je pense, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, là, ça serait une marche de plus que vous pourriez faire. Une portion d'aliments fermentés tous les jours. Allez-y en fonction de vos symptômes, évidemment. Vous allez réagir au début, là. Donc, on dose les quantités, puis on y va graduellement. Manger varié. La variété alimentaire, c'est payant sur tout, notamment au niveau de la diversité du microbiote intestinal, puis au niveau de l'éventail des vitamines et minéraux qu'on est capable d'aller chercher. Manger varié, manger des aliments fermentés, puis j'ajouterais l'élément manger coloré. Donc, celles et ceux qui m'ont déjà entendu en conférence, je le mentionne tout le temps, 8 couleurs par jour. Faut qu'on soit capable, si on a une chose à calculer dans nos journées, ce serait ça. Donc, du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, du mauve, du blanc et du brun. Parce que du mélange de couleurs naît le plus beau des bruns naît, pardon, d'un mélange de couleurs. Donc le brun est super important à cause des noix, des graines, les grains entiers rentrent là-dedans, le tempeh entre là-dedans aussi. Donc vos 8 couleurs au quotidien, ça aussi, ça va être un bon coup de pouce. J'irai avec ces Puis 3 éléments-là. c'est tellement plus le fun aussi de manger quand c'est coloré, me semble, là, tu sais, pour Oui. l'œil, ça l'appétit, hem, Mmh. fait que merci vraiment beaucoup, Andréane, pour cette belle discussion. Je pense que c'était ultra pertinent. Puis je pense qu'on a le droit de rêver, là, que la santé digestive, le microbiote, ça va faire, vraiment partie de l'approche intégrative de la médecine, dans quelques années. Puis Mmh. peut-être qu'on va aussi prévenir certaines maladies avec, ce que tu as discuté aujourd'hui. Fait que merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait. Merci infiniment pour la belle invitation. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est à nous, en tant qu'individus, de questionner. Quand on va voir nos professionnels de la santé, tu sais, ouais, mais moi, j'ai envie d'intégrer des nouvelles habitudes. J'ai envie qu'on se parle de microbiote intestinal ensemble. J'ai envie qu'on se parle de ça. N'hésitez pas à questionner vos professionnels parce que souvent, la demande vient des gens qui sont dans le bureau, là. Puis c'est cette demande-là qui va influencer le professionnel à se former davantage sur le sujet, puis peut-être justement d'être plus motivé à nous en parler davantage. Puis toi, est-ce que tu offres justement des formations? Si on veut se former comme professionnel pour mieux accompagner nos patients, est-ce que tu offres de la formation? Oui, absolument. On offre de la formation du côté d'Epitelia Pro, c'est vraiment de la formation, par contre, en santé digestive. Donc, basée sur les symptômes, là, par exemple, maîtriser le ballonnement, la constipation et tout ça. Puis, au niveau du microbiote intestinal, j'en ai donné beaucoup à différentes
différents ordres professionnels ou différentes associations de professionnels de la santé, mais vraiment pour ces associations-là. Puis qui sait, là, dans les multiples projets, peut-être que dans la prochaine année ou les 2 prochaines années à venir, là, je sortirai vraiment une formation complète sur le microbiote intestinal, mais pour les professionnels de la santé. Puis là, ça va nécessiter une belle grosse revue littérature, là, mais je serais vraiment enchantée de pouvoir sortir ça. Ben, je pense qu'il va y avoir de la demande parce que honnêtement, là, c'est fascinant, puis on n'a pas le choix d'aller vers là, selon moi. Mmh mh. Mais ça touche, c'est ça, on dit, hein, c'est le cœur de votre santé globale, alors, prenez-en soin. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci, à bientôt.